Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. Plus de 4 mois et demi depuis le 22 février, cette journée historique qui a vu 20 millions d'Algériens manifester dans toutes les villes du pays pour dire non au 5e mandat, la situation a beaucoup évolué. Même si elle n'en donne pas l'impression, même si les changements n'ont pas toujours été dans le sens des revendications et des aspirations populaires. De nombreux barons du régime, dont le frère de l'ex-président, l'ex-patron du DRS, le sinistre Tartag, des généraux de premier plan et une flopée d'autres grands prédateurs, croupissent désormais dans la prison d'Al-Harrach. La justice, dont le chef d'état-major nous apprend qu'elle ne fonctionne pas à l'injonction et qu'elle est devenue subitement indépendante, carbure à fond, délivrant des mandats d'arrêt et des ISTN à un rythme industriel. Mais toutes ces gens qui ont été jetés en pâture à la foule pour dégonfler la pression et permettre au chef d'état-major de mériter sa nouvelle réputation de grand justicier, El Mengel, semblent avoir été sélectionnés avec soin avant que leur dossier n'ait été remis à une justice très zélée, pour le moins que nous puissions dire. Les plus importants parmi eux, le frère du président, patron du DRS, Tartag, Louis Hannoun et les autres généraux, n'ont été inquiétés que parce qu'ils ont cherché à fomenter un coup d'État contre le chef d'état-major. Les autres, parce qu'ils sont les alliés des premiers, mais aussi et surtout parce qu'ils sont tellement détestés par les Algériens que leur emprisonnement s'avère très rentable pour celui qui est à la manœuvre et qui cherche donc à entrer dans le costume de grand redresseur des torts, sauf que l'opération est cousue de fil blanc quand on se rend compte que les dossiers des uns et des autres n'obéissent pas aux mêmes règles d'inculpation. Ceux qui sont dans le bon camp et qui disposent eux-mêmes de gros dossiers contre les donneurs d'ordre, comme le Wali Abdelkader Zour, sont toujours en liberté, au pire sous contrôle judiciaire. Mais il n'y a pas que ces bouleversements au sein du régime qui semblent chercher à élaguer toutes ces branches mortes. Il y a aussi cette formidable contre-révolution qui s'est mise en marche. Des opérations de grande subversion qui cherchent de façon très grossière, par ailleurs, à semer la discorde au sein des Algériens, comme cette affaire de drapeau Amazir, comme ces appels à la guerre civile lancés publiquement par une députée, comme ces manifestants qui se disent islamistes et qui appellent à l'instauration d'une république islamiste sans élection, ou celles des Baltagias qui sont passés par des retraités de l'armée et qui menacent d'égorgement, ils ont fait ce geste, quiconque manifeste contre le chef d'état-major. Mais rien de tout cela, et de bien d'autres intimidations, comme l'emprisonnement du très emblématique commandant Borga et d'autres militants, ont commencé à montrer le véritable état d'esprit d'un régime qui ne sait plus où il va, ni ce qu'il doit faire, ni ce qu'il doit gagner comme temps. Il se contente de jouer la montre en espérant que les choses rentreront d'elles-mêmes dans l'ordre entre guillemets. Un régime qui panique, très visiblement, et qui ne fait même plus confiance à ses propres troupes. Le dernier discours du chef d'état-major montre bien l'état de panique avancé qui s'est emparé des décideurs. Un chef d'état-major qui s'exprime publiquement jusqu'à 4 fois par semaine et qui en arrive à qualifier de traître à la nation quiconque dénonce le régime militaire pour exiger une république civile. Nous en sommes là. Pas un jour sans des décisions pétaradantes et des annonces spectaculaires, mais sans plus, sans vraie avancée et surtout sans aucune vraie concession d'un régime désormais aux abois qui s'arc-boute sur sa seule proposition d'élection présidentielle parce que c'est la seule possibilité qui lui reste de se maintenir au pouvoir en désignant, comme il sait si bien le faire, un président fantoche derrière lequel il continuerait
à tirer toutes les ficelles. Oui, c'est cela, le bilan, même si en vérité, c'est le peuple qui est le véritable maître des horloges, puisque la junte ne parvient toujours pas à faire passer ses oukases. Et l'un dans l'autre, dans cette situation où les Algériens continuent de résister face à un régime qui donne des signes inquiétants de panique, une question lancinante n'en finit pas de se poser. Et maintenant? Mouvement citoyen et maintenant. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Yahya Mkhioba, mon confrère, journaliste et militant pour la démocratie. Yahya, merci d'être avec nous. Bonsoir. Au téléphone, nous aurons Salim Laibi, médecin et écrivain depuis Marseille, et Soufiane Gilali, président de Gil Jadid depuis Alger. J'espère qu'il sera avec nous en Skype. Alors, Yahya Mkhioba, donc voilà, nous avons tous en mémoire, et pourquoi? Puisque ça fait seulement 2 jours ou 3, le fameux discours de M. Gaïd Salah, qui en est arrivé à menacer des millions d'Algériens, parce qu'ils ont osé brandir des banderoles où il y avait écrit Doula Madaniya Machi Askaria, une république civile et non pas militaire, oui. Et des gens qui s'en prenaient à lui, Gaïd Salah, qui le traitait de chef de Issaba, de chef de gang. Et donc, il a menacé ouvertement, non seulement de sévir, mais aussi, il les a qualifiés, ces gens qui revendiquent une république, il les a qualifiés de traîtres à la nation. Oui, il a qualifié le peuple algérien de traître à la nation parce que une bonne partie du peuple algérien qui descend dans les rues depuis le 22 février et qui, après s'être débarrassé du 5e mandat, du projet de prolongement et de Bouteflika, parce que c'est le peuple algérien qui s'est débarrassé de Bouteflika, non pas le commandement militaire. Et le commandement militaire, si ce n'était pas le peuple algérien qui est descendu dans la rue par des millions, on serait aujourd'hui en train d'entamer le 5e mandat de Bouteflika, le plus normalement du monde. Donc, ils ne veulent pas céder le pouvoir. L'armée, ou le commandement de l'armée, à travers ces 2 derniers discours, a démontré la volonté négative de ce commandement d'accompagner le peuple algérien vers la démocratie, vers la liberté politique et l'application de l'article 7 et 8 de la Constitution. Les premiers discours, quand il a parlé de l'article 102, je crois, l'article 7 et 8. Bizarrement, l'article 7 et 8 ont disparu de ces discours parce que l'article 7 et 8, je pense qu'après les avoir bien relus, il a bien compris qu'en les appliquant, on rendrait le pouvoir au peuple et que l'armée rentrerait dans les casernes. Et c'est là le problème, c'est qu'on est dans une phase historique depuis l'indépendance, si ce n'est un petit peu la zone grise entre le 5 juillet 62 et le renversement du GPRA et l'intronisation de Ben Bella à la tête de l'État, c'est la première fois que l'armée algérienne est en face de ses responsabilités politiques à nu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune barrière. Elle n'a pas de façade absolument, il n'y a aucune derrière façade, laquelle elle se cacherait. Absolument, il n'y a aucune façade politique et civile qui cache ce pouvoir réel du commandement de l'armée sur la chose politique en Algérie. À chaque fois qu'on disait qu'il y avait des problèmes de démocratie, de corruption, de vol de deniers publics, disait « Ah, mais il faut voir avec le président, c'est le chef du gouvernement, c'est les ministres, c'est les walis. » Mais cette fois-ci, il n'y a pas de président. Et c'est ce qui explique aussi cet empressement de Gaïd Salah à organiser des élections présidentielles pour tout de suite... Nous allons y arriver. C'est très important. Oui, c'est le plus important dans le discours, si vous permettez, M. Oui, bien sûr. C'est les menaces qu'a utilisé, la terminologie menaçante
qu'a utilisé M. Gaïd Salah. Il faut se rappeler que quand il a dit c'est le dernier appel ou c'est la dernière fois, le dernier avertissement, excusez-moi. C'est la même menace que lorsqu'il a parlé de Tawfiq pour le mettre en prison. Absolument. Oui. Donc il a utilisé cette terminologie pour Tawfiq et son groupe. Une semaine, 10 jours après, il les a tous arrêtés. Et c'est la deuxième fois qu'il réutilise cette terminologie en traitant de traître tout ce qui appelle à un État civil et non pas militaire, alors que l'État est d'essence civile. Gaïd Salah lui-même, avant de rentrer dans les rangs de l'ANP, il était à la base, à l'origine civile. Et quand il va prendre sa retraite, il va retrouver sa vie civile. L'armée ou la fonction militaire n'est qu'une carrière professionnelle de fonctionnaire ou de haut fonctionnaire de l'État. Alors sinon, l'État, mais plus prosaïquement, ce sont les vrais maîtres du jeu. Actuellement, oui. Ils ont la force entre leurs mains, Absolument. ils s'en servent pour avoir un pouvoir personnel sur ce qu'ils considèrent un peu comme leur propriété. Absolument. Et cette propriété dont ils ont toujours voulu s'en cacher, c'est à chaque fois ils disent non, mais c'est pas nous. Mais cette fois-ci, c'est clair, c'est eux. Oui. Et même la rue algérienne. C'est depuis 62, si vous me permettez, le vrai débat politique de l'avenir de notre pays, et c'est pour la première fois, il est sur la table, c'est le pouvoir des militaires. On ne parle plus de Zerouel, on ne parle plus de Bouteflika, on ne parle pas de Chadli, on parle de l'armée, du commandement de l'armée qui a volé l'indépendance de l'Algérie en 62 et s'est approprié les affaires de l'État algérien depuis 62. Tous les États, on a toujours dit, tous les États du monde ont une armée, l'armée algérienne, le commandement a un État. Et que la jeunesse d'aujourd'hui, qui a 20 ans, qui a 25 ans, qui est née dans les années 90, qui n'a pas connu la guerre civile, scande par millions, des étudiants, des avocats scandent l'état civil et non pas un état militaire, là, ça dérange Gaïd Salah et ses acolytes. Soufiane Jilali, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à moi aussi. Je salue vos invités. Merci. Merci. Alors, Soufiane Jilali, le chef d'état-major avait commencé, juste après le commencement des événements, le 22 février, à nous assurer que l'armée se confinerait dans ses seules attributions constitutionnelles, puis progressivement à nous dire que l'armée allait accompagner la transition, puis à invoquer l'article 7 et 8 qui font état de la souveraineté du peuple algérien sur son propre destin. Et puis, par glissement progressif, le chef d'état-major s'est mis à s'exprimer 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine, et jusqu'à 4 fois par semaine à la nation, via des parterres de militaires, et à monter crescendo en violence, jusqu'à en arriver, dans son dernier discours, à menacer les gens qui se mettraient sur son chemin, et tout particulièrement à ceux qui brandissent des pancartes, des banderoles qui revendiquent le retour à un état civil et non pas militaire. D'où la Madaniya, Machi, Askaria, il les a qualifiés, non rien de moins que de traîtres à la nation. Que pensez-vous de ce glissement, de cette attitude qui semble indiquer que le régime a peur, qu'il est acculé, qu'il a des réactions de fauves blessés? Eh bien, écoutez, je suis content qu'on en arrive à cette conclusion, que le pouvoir est loin d'avoir la main mise sur la situation, qui au début... Soufiane Jilali? Oui, je vous entends. Allez-y, il y a eu une coupure, je vous en prie. Essayez de reprendre. Oui. Donc, je disais, il est clair qu'au début, le chef d'état-major a joué la séduction. Il était menacé personnellement par rapport au changement qui se profilait tant que l'ex-président était là. Et donc, il a réagi avec violence sans avoir préparé quoi que ce soit pour la suite. D'ailleurs, il s'est agrippé à l'article 102 et à la Constitution. Et ensuite, voyant qu'il n'était impossible de l'imposer, ils ont fini par annuler, y compris l'élection présidentielle du 4 juillet. Parce que, bien entendu, tout le monde s'en doutait. S'ils avaient voulu tenir jusqu'au bout, ils auraient pu présenter quelques candidats juste de forme
et faire passer leur candidat. Mais le Hirak était si puissant que cela devenait absolument impossible. Maintenant, le régime lui-même se sent totalement acculé. Il est en train de manger ses propres enfants. Il faut prendre la mesure de ce qui se passe. Et j'étais content de vous entendre au début reconnaître quand même une avancée extraordinaire de ce mouvement-là par rapport à des résultats. Je sais que nous sommes en situation où nous ne faisons absolument pas confiance au régime, que nous doutons de tout ce qui se passe et qu'on a l'impression qu'il contrôle tout. En réalité, il contrôle de moins en moins la situation. En tout cas, politiquement, tout lui échappe. Et il faut prendre la mesure de cette situation-là pour faire les choix stratégiques à venir. Le régime Bouteflika lui-même, c'est totalement... Ça ne signifie pas que le système lui-même est détruit, que l'État lui-même est toujours construit autour de l'institution militaire, mais la mainmise sur la dimension politique est de plus en plus difficile. D'ailleurs, le pouvoir maintenant réagit de façon intempestive très souvent par des menaces, par le blocage des opposants. Il interdit, il essaye d'interdire en tout cas le contact entre les hommes politiques et la population. C'est ce qu'il a fait hier en m'interdisant la réunion à El Bouakhi. Il l'avait fait 15 jours avant en m'interdisant une conférence avec ACTIF, l'association des ulama, Jamaat al-Ulama al-Muslimin. Donc, systématiquement, le pouvoir veut fermer tous les espaces d'expression. Mais le mouvement est si puissant que l'histoire étant en marche, je crois qu'il faut bien comprendre que nous sommes dans une phase d'évacuation d'un régime qui n'a plus lieu d'être. Oui. Alors c'est là où les choix doivent être très subtils pour l'opposition et pour le mouvement. Mais Sofiane Gilali, ce régime, l'état-major pour ne pas le nommer, semble monter réellement en cadence chaque semaine un peu plus et aller vers la violence, non seulement par des écarts de langage totalement insupportables, mais aussi et surtout par des emprisonnements, par des menaces, par des intimidations. Le cas Borga, le cas de l'LMI à Oran, le cas de la jeune, militante du RCD et d'autres. Ça devient réellement une histoire de junte forcenée qui essaye de réduire par la brutalité un mouvement citoyen. Il n'y a pas de doute à cela. Dès le début, le pouvoir a essayé de diviser le mouvement. Il a introduit une donnée, disons, une possibilité de fracture à l'intérieur de la société, mais qui n'a pas fonctionné. Donc, en travaillant sur une dimension doctrinaire idéologique, c'est la Soufiane Gilali, il y a des coupures. Si vous nous parlez de pays importables, il faudrait peut-être s'arrêter quelque part parce qu'il y a des coupures de temps en temps. Vous m'entendez là? Là, c'est mieux. Très bien. Je disais que je regrette que certaines parties de l'opposition IES aient joué le jeu de renforcer la convocation qui a été démarrée et initiée par le chef d'état-major. Au lieu de rentrer dans ce jeu-là, il aurait fallu se mettre au-dessus. Maintenant, l'issue ne peut pas être par la provocation et encore moins par la confrontation. Il faut trouver une issue pour le pays en essayant d'apaiser la situation et non pas en l'enflammant. Ce sera l'objet de la question que je vous poserai dans un petit moment, Soufiane Gilali, et c'est le titre de notre émission. Et maintenant, point d'interrogation. Salim Laïbi, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum, bonjour à vos invités. Alaikum salam, merci. Ainsi qu'à vos auditeurs et aux tahiyati li shab al-jazairi al-batal al-imlaq. Merci. Alors, Salim Laïbi, donc de vendredi en vendredi, la mobilisation continue, même si elle est moins dense.
pour des raisons objectives de canicule, d'été, de congés, mais aussi à cause d'une subversion, d'une contre-révolution féroce qui use de tous les moyens pour réduire la mobilisation. Mais sinon, donc, la mobilisation est toujours là et l'état-major de l'armée, à part le biais de son chef, l'état-major, M. Ahmed Gaïd Salah, semble être dans une situation de vraie panique, puisque maintenant, c'est réellement une attitude de bête blessée, de fauve acculé, qui en arrive à menacer des millions d'Algériens de haute trahison, parce qu'il lui demande de se confiner à ses seules prérogatives constitutionnelles et à ne pas s'immiscer dans la politique. Oui. En fait, c'est pas compliqué. Pour moi, je prends la question du départ. Gaïd Salah se dit un grand patriote algérien, un grand moujahid qui a libéré le pays. Il est là, le Menjel, pour couper les têtes des corrompus de la Issaba. Yassidi, c'est très bien. Faut-il rappeler que l'état-major de l'armée était en train de s'initier au trafic de cocaïne? Faut-il rappeler que ces gens faisaient rentrer des tonnes de cocaïne en Algérie qui allaient transformer l'Algérie en Mexique en créant les cartels de Sinaloa, de Los Zetas, Haddouk et toute la clique. C'est-à-dire qu'on allait, il devait y avoir le cartel du général Hamel, le cartel du général je ne sais qui, et on sait très bien où ça mène. C'est 50 000 morts par an au Mexique, 50 000 morts chaque année, les cartels de la drogue. Donc, c'est ça pour moi, à mon avis, à mon humble avis, l'analyse politique de ce qui se passe en Algérie, à mon avis, l'étincelle, c'était ça. C'est-à-dire quand ils ont vu que l'État commençait à trafiquer dans la cocaïne, en gros, il y a une limite qui a été franchie. C'est fini, on ne peut plus avancer. Donc, à partir de là, quand on voit ça, on se dit que tout ce qu'il dit n'a plus aucun sens. Il pourra parler 1000 ans. Moi, pour moi, Wallahi al-Adim, je l'entends en muet, il fait bla, 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 bla. Je l'ignore. Je ne veux même plus donner de l'importance. Il est anxiogène en plus. Je veux même pas je veux même pas analyser ses propos. Parce que ça n'a aucun sens. C'est une perte de temps. Et j'ai l'impression qu'il mène la danse avec ses discours stériles comme leur politique. Quelles sont ses compétences pour gérer une nation de 42 millions? Ils l'ont démontré. Ils ont pillé l'Algérie. Là, j'ai vu des vidéos, il y a une récolte de blé extraordinaire, il n'y a pas assez de silos pour stocker le blé. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit de positif. Ils avaient le pouvoir, la totalité du pouvoir, pendant 20 ans de Bouteflika, 10 ans avant la décennie, enfin, bon, on va dire 20 ans de Bouteflika, ils n'ont rien fait. Donc maintenant, c'est trop tard. Next maintenant. Yallah, vous partez, on va gérer le pays d'une autre manière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont tout essayé. Ils ont absolument tout essayé. Moi, ça me gêne pas qu'ils nous menacent. Vous savez, il y a un Algérien dans une manifestation qui leur a dit, de toute façon, on est déjà en prison. On est déjà en prison. Les jeunes, ils s'en vont à la nage, mourir en pleine mer. Ça marche même pas. Les menaces d'emprisonnement, ça marche même plus sur les Algériens. Ils ont tout testé. Ils ont testé l'Ayad al-Kharijiyya, les islamistes, le terrorisme. Ils ont tout testé. Le djihawiya. Ils ont essayé de foutre la zizanie entre les Arabes et les Berbères. Il n'y a rien, plus rien qui fonctionne. En fait, c'est comme le conte d'Andersen. Le roi est nu. Il n'y a que lui qui croit qu'il ne l'est pas. Tout le monde a vu que le roi était nu, c'est bon. Oui, mais Salim Laibi, oui. Vous savez très bien que dans ce genre de situation, un régime aussi mortifère, qui a déjà fait ses preuves en termes de carnage, en termes de barbarie, de crimes contre l'humanité, ce régime-là est aux abois. Il est acculé. Est-ce qu'il n'est pas dangereux dans une telle attitude et cette montée de la violence au sein de la mobilisation? D'ailleurs, nous allons revoir quelques images de la violence policière. Est-ce que cette attitude du chef d'état-major, qui dénote de façon très évidente, très flagrante, d'une vraie panique, est-ce qu'elle ne peut pas devenir dangereuse?
Ben, ça c'est certain. Sauf que la carte de la répression militaire. Ben, je vous rappelle quand même qu'en France, les forces de l'ordre, police, gendarmerie, sont extrêmement violentes envers les manifestants gilets jaunes. Il y a eu des mains arrachées, des pieds arrachés avec les bombes des encerclements, 25 grammes de TNT quand même. On a eu des yeux arrachés. C'est extrêmement. Il y a eu même des morts. Notamment la Yerhama, Madame Zine Bardouane. Mais par contre, ils ne pourront jamais aller à la décennie, aux dérives de la décennie rouge, la décennie sanglante, parce que c'est fini. Il y a les réseaux sociaux, on a un peuple pacifique. S'il fait ça, il va se retrouver avec des plaintes dans les tribunaux internationaux. Ils ne pourront jamais faire ce qu'ils ont fait dans les années 90. C'est terminé. Et en plus, Yassidi, bon, je vais aller dans votre sens. Ils vont nous faire le coup de l'attentat au milieu de la foule. Le vendredi d'après, le peuple il va sortir, il va lui dire Ya Kharat, ma dirwalo, ma kash minha, ntouma li dirtou le bomba. D'ailleurs, c'est ce qu'ils leur disent aujourd'hui. C'est vous qui avez créé le terrorisme, c'est vous qui avez créé les premières cellules terroristes avant la fin et l'annulation du processus électoral. Pour que quand les Tabel Fils qui ont déjà des casemates. Et c'est Toufiq El Ammari qui ont commencé, qui ont financé. Donc tout ça, on le sait maintenant, c'est l'histoire ancienne. Et que le Khulna, donc de la Risra, et que le Khulna, 20 سنة 30 سنة même pas, avec la même histoire, à dormir debout. C'est terminé ça. Et restez avec nous. Cette carte, il est mort. Restez avec nous, Salim Laïbi. Nous allons d'abord voir ces images de brutalité policière pour voir cette montée de la violence contre la mobilisation citoyenne. Yahya Mkhioba, vous avez vu ces scènes? Oui, c'est des scènes atroces. Ça nous rappelle. Moi, je dis, si on était sortis par centaines le 22 février, ils auraient fait la même chose. Oui. Ils ne l'ont pas fait parce qu'on était nombreux, trop nombreux. Et à un certain moment, la police avait fraternisé. Bien sûr. Avec ils tiraient des salves en l'air, ils embrassaient les manifestants. Le régime n'était pas préparé à avoir ce genre de foule devant eux à Alger et ailleurs qu'à Alger, parce que c'est toutes les villes algériennes qui sont sorties avec... La population algérienne est sortie avec ce civisme et ce nombre. Maintenant, je pense que depuis le 22, ils ont pu conditionner les policiers. Ils ont pu les conditionner, et ainsi les policiers ainsi que les gendarmes au niveau des casernes. Ils leur racontent n'importe quoi. Oui, vous êtes dans une caserne, vous avez un commissaire politique à l'intérieur de la caserne qui vous rabâche un discours politique à l'intérieur de la caserne, ce qui fait que les CRS sont conditionnés moralement devant la population civile. Mais le plus important à rappeler, c'est hier, à Alger, où on a vu des centaines de camions de police, de CRS qui étaient déjà stationnés à la rue Michelet, à Annaba, où il y a eu de la provocation à Alger. Il y avait beaucoup de civils, agents policiers, ou en civil ou militaires, on ne sait pas, qui étaient là en train d'insulter les gens. À Borj, à Sétif, à Alger, le même scénario. Des anciens du DRS qui arrivent, qui insultent la foule, qui la dispersent, absolument. Qui la menacent. C'était exprès pour pousser les gens vers la violence. Ils veulent tout faire pour que les Algériens et les Algériennes versent dans la violence. Hier, maintenant, Gerfa, le fils de Nordin Gerfa, à Annaba, il a été arrêté. Ils l'ont rentré dans un vito à la police. La police. C'est vrai qu'on est en train de dire qu'à chaque fois qu'ils font rentrer les gens dans les fourgons,
ils se livrent contre eux oui, à bien des sûr. brutalités. Absolument. Et c'est pour ça que les Et manifestants même verbal. font tout pour Et même arracher leurs amis. Moi, j'ai des frères dans le mouvement Rachad qui ont été arrêtés il y a 4 jours à Constantine parce qu'ils manifestaient contre la visite de la ministre Merdassi, ministre de la Culture. Ils ont été arrêtés par les policiers, ils ont été emmenés au commissariat central de Constantine. On leur a clairement dit, profitez des derniers jours de liberté qui vous restent. Donc c'est pour ça que on va vous arrêter. Absolument. Moi, j'ai peur, après le discours de Gaïd Salah, j'ai peur qu'il passe à une étape supérieure, excusez-moi, vers la répression. C'est pour ça que je profite pour dire, mon ami Salim Laïbi disait qu'ils ne peuvent pas aller vers la répression des années 90. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'ennemis. Il n'y a pas de parti politique qui est en face. Il n'y a pas d'idéologie politique, islamiste ou pas, qui est en face. C'est tout un peuple qui est uni, jeunes et moins jeunes, toutes les couches sociales, toutes les idéologies politiques sont là. Comment on va expliquer au reste du monde qu'on va réprimer un peuple qui manifeste pacifiquement? C'est pour ça qu'eux veulent pousser ce peuple vers la violence en menant des campagnes de provocation chaque vendredi. Il faut dire à nos frères et sœurs qui sortent chaque vendredi, aux étudiants, aux étudiantes, aux avocats, aux magistrats, à tout le monde, soyez prudents par rapport à la violence et par rapport à la provocation. Ne répondez pas à la provocation parce qu'ils veulent vous rendre violent pour aller expliquer à l'Occident plus tard une répression qui pourrait intervenir. Donc Selmiya doit devenir et rester le premier slogan. On n'a pas le choix. C'est notre devise. Si on veut que ce mouvement reste au moins à la rentrée sociale, au mois de septembre. Parce qu'eux veulent se débarrasser de ces vendredis avant la rentrée sociale. Parce que là, ça risque de prendre une autre Et là, on envergure, pourrait passer à une autre étape. aller vers la mobilisation, la désobéissance civile. Absolument. Alors, nous allons montrer quelques images. Je crois celle du RCD qui est en train d'essayer d'arracher un des leurs aux policiers, parce qu'ils savent justement que les manifestants qui sont embarqués dans les fourgons et emmenés dans les commissariats subissent des violences absolument inqualifiables de la part des policiers. Regardez. Les images vont être prêtes dans un moment. C'est bon, allez. Juste à saluer déjà le caractère pacifique et non violent des manifestants. Ils ont été courageux pour aller arracher le citoyen des mains des policiers. Je veux aussi saluer la militante du RCD qui est emprisonnée depuis au moins une quinzaine de jours et qui a dit à son avocat la semaine passée, qui a été lui rendre visite à la prison d'Al-Harraj, je crois. Elle lui a dit, s'ils doivent me relâcher parce que je suis une femme, je préfère rester avec les hommes en prison. C'est-à-dire qu'elle ne convient à aucune pitié du régime parce que c'est une femme. Non, les femmes et les hommes, et je tiens à la féliciter, cette dame ou cette demoiselle. Il faut rappeler qu'elle a été arrêtée pour un pins. Elle portait un pins, Fizdelha fait le drapeau berbère. Oui. Donc on est arrivé à arrêter des jeunes, des femmes et des hommes pour des pins. Donc c'est pour vous dire que Ness, les Rahmlioum séduit, et je parle de certains islamistes, d'Arawish, et des arabophones, et j'en suis un, qui sont séduits par le régime militaire. Le régime militaire. Mais Yahya, même ici, on va penser que je suis un vrai naïf, un ingénu, un angélique, tout ce qu'on veut. Je ne comprends pas, quand je vois des images comme ça, d'un peuple entier dans la rue, en train de demander à ces gens qui ne sont même pas élus, par ailleurs. Si au moins ils étaient élus par la fraude, à la limite, ils auraient au moins une façade. Ils ne sont même pas élus, c'est des militaires. C'est des militaires qui ont pris le pouvoir, qui ont pillé le pays, qui l'ont saccagé, qui se posent aujourd'hui en grand justicier, en menjé.
Je vois tout un peuple qui leur dit allez-vous-en, rendez-nous notre pays. Et ils envoient contre lui ses propres enfants, qu'ils ont habillés en policiers, ses propres enfants qui se complaisent, qui trouvent du plaisir, qui jubilent lorsqu'ils tapent sur leurs compatriotes, alors que leur maître et leurs enfants sont dans des paradis fiscaux, dans des paradis... Ils ne veulent pas lâcher le pouvoir parce que déjà le pouvoir leur procure du pouvoir, il leur procure des privilèges. C'est une addiction. Et l'Algérie, c'est un business qui rapporte 60 à 80 milliards de dollars par an. Sans travailler. Sans travailler. Pour l'armée, c'est 10 à 14 milliards de dollars de budget que je ne suis pas là pour discuter. Mais oui, ce budget... c'est l'argent des Algériens, ils vont parler, pourquoi pas. Et les Algériens n'ont aucun pouvoir de contrôle là-dessus. Rien du tout. Absolument, c'est le premier budget de l'État. Le budget de l'armée, il prime sur le budget de la fonction publique, sur la santé, sur l'éducation. Et c'est complètement opaque. Personne n'en parle, alors que tout le monde sait ce qu'il en est fait. On va dire que Gaïd Salah, ce n'est pas un voleur. Ngolo Gaïd Salah, les généraux, mais ce n'est pas des voleurs. Le chef d'état-major de l'armée française, et ce n'est pas le meilleur exemple. Oui. Je le dis parce que c'est l'exemple que je connais le mieux. Oui. Il touche entre 7 500 à 7 800 euros par mois, net. Oui. C'est à peu près 6 à 7 fois le SMIC français. Oui. Le SMIC en Algérie, il est de 18 000 dinars. Combien? 100 euros? À peu près, en marché noir, 100 euros. Oui, d'accord. Le chef d'état-major et un général-major touchent entre 40 à 50 millions par mois. C'est-à-dire 30 à 35 fois le SMIC. Donc, le problème, je présume que ce sont des salaires qui ne servent à rien, ils ne s'en servent jamais. Donc, soit on relève le SMIC de 18 000 dinars, il devient 80 000 dinars, soit on baisse le salaire de ces hauts fonctionnaires qui touchent plus 50 ou 40 fois plus que le citoyen lambda, avec un rendement qui est négatif à l'économie nationale. Donc, tous ces privilèges font qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Et l'idée de rendre le pouvoir à la population à travers les élus du peuple au niveau local et national les dérange parce qu'on est devant une phase historique. C'est la première fois que la légitimité du pouvoir militaire est mise en cause. Est-ce que plus que les privilèges, ce qui leur fait vraiment peur que les privilèges qu'ils pourraient perdre, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que si jamais ils partaient, leur secret remonterait à la surface et que là, les Algériens découvriraient des choses atroces? S'ils avaient un minimum d'intelligence, et là je parle d'intelligence, s'ils avaient le minimum d'intelligence, depuis le mois de février, toute l'opposition politique algérienne, toute tendance idéologique confondue, leur a proposé directement un dialogue et une sortie par la grande porte. Mais quand on voit celui qui lit les discours, Gaïd Salah, et celui qui lui écrit les discours, moi je pense que celui qui écrit les discours, surtout les 2-3 derniers discours, c'est un Facebooker. Parce qu'on retrouve un langage de Facebook. C'est même plus le sbire du roi qui a une belle plume. On retrouve un langage un petit peu de bas étage, où on confond, il donne un petit peu les normes d'un moudjahed. C'est quoi un moudjahed? Et en parlant de Bourga, au moins on sait qu'entre 54 et 62, il était à la 4e wilaya 4, il était commandant. Il n'a même pas de photo, même pas le chef, on ne connaît même pas le secteur. Et puis, c'est quoi l'effet d'armes? Donc, qui يعطي les normes وشنو هو مجاهد وشنو هو وطني وشنو c'est fini. Ou les même على le progrès économique, à la croissance. Une tête femme la croissance économique. Mais il ne peut pas un discours. Il ne sait pas lire. لا يحسن القراءة. Il ne sait pas lire l'arabe. Je suis pour un arabisant contre le français. On a vu le discours qui était enregistré à son insu. Il parlait en français. Donc pourquoi il vient nous vendre cette histoire de langue arabe alors qu'il ne sait même pas la lire? Et j'imagine qu'il ne sait pas la parler. Donc, quand on a en face un système militaire de ce niveau intellectuel, sincèrement, permettez-moi, c'est Jamal, Inch'Allah, je me trompe, mais j'ai peur du pire. On a tous peur. Et cette histoire dont vous avez entendu parler, moi-même, nous en parlions tout à l'heure hors antenne, d'ISTN qui sont en préparation, de mandats d'arrêt qui vont être lancés, y compris contre de simples activistes, des gens qui sont aux côtés de leur peuple. J'ai eu l'information hier, par des sources proches personnelles, qu'il y a une liste d'Algériens établis à l'étranger, qui passent notamment le Maghrébi, qui sont actifs sur Facebook,
qui sont, je ne dirais pas interdits de rentrer en Algérie, parce qu'ils ne peuvent pas leur interdire, mais pour lesquels on a donné ordre de les arrêter au niveau des aéroports et de leur interdire de sortir du territoire. Y compris les gens qui viennent de Maralibi. Absolument. Donc nous allons devoir bientôt faire les émissions tout seuls. Non, j'invite les gens, il faut qu'ils fassent attention. Parce qu'il ne faut pas leur faire confiance. Oui. En même temps, j'ai peur qu'ils s'attaquent à des leaders politiques et médiatiques qui sont en Algérie. Qui sont sur le terrain. C'est pour ça que je leur dis, Choufou Nzar, à 90 ans, Mezen Nesflari, en 2019, des gens qui ont 20 ans, qui n'ont pas connu la guerre civile, ils disent Nzar assassin. Est-ce que les généraux du commandement actuel ont envie de finir comme Nzar? Oui. Est-ce qu'ils ont envie qu'il y ait un citoyen jeune C'est comme ça. Et tout son argent ne lui sert à rien. Et puis maintenant, les Algériens sont mûrs. Les moyens de communication qui كان يقول السي سالم العيبي tout à l'heure متاحين اليوم يتيريوا على الجزائريين يقول لك والله ما يزيدوا يركبوا طياره les biens اللي سرقوهم والدراهم اللي خرجوهم من l'étranger. Et au sujet de leur fortune, et après je passerai à Soufiane Jilali et Salim Labi, ce projet de la diaspora à l'étranger, pour les poursuivre partout, pour essayer de les dénoncer au niveau des pays où ils résident, où ils ont acquis des biens et des résidences et des entreprises, pourquoi ne pas essayer de mettre en branle une vraie dynamique pour poursuivre ces gens pour l'argent qu'ils ont volé aux Algériens et pour demander sa restitution, ou du moins son gel? Il y a un travail qui est en train d'être fait dans ce sens. Mais Anna, sincèrement, je garde espoir parce qu'il y a des Amarbi. Je garde espoir. Jusqu'à maintenant, on a chauffé une répression, il ne faut pas oublier que 60 personnes ont fait le habs. Et les 60 personnes ont demandé une libération conditionnelle. Aucun emprisonné n'a bénéficié de la libération conditionnelle. J'espère qu'ils ne vont pas aller vers un stade supérieur, parce que cette fois-ci, vous seriez prêt à pardonner si jamais ils acceptent de restituer? À ce stade, oui. D'accord. À ce stade. Mais le can essayer le dem ta nas, mais je n'aurais pas le droit de pardonner. Absolument. C'est 42 millions à qui il faudra poser la question. Soufiane Jilali, vous êtes avec nous? Soufiane Jilali. Allô? Soufiane Jilali, est-ce que vous souhaitez faire un commentaire avant que je vous pose une question en particulier? Non, allez-y, posez-moi la question. Alors, la question, c'est, il se passe ce qui se passe, mais et maintenant, comment voyez-vous la suite des événements? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour éviter justement une dramatisation, une complication de la situation? Comment faire pour essayer de convaincre l'état-major de l'armée que le mieux, y compris pour lui-même, est d'aller vers de véritables négociations, vers une véritable transition, pour essayer de restituer le pouvoir au peuple et de réparer ce qui peut l'être encore? Oui, je pense qu'aujourd'hui, l'équation est bien posée. Les Algériens ont fini par bien comprendre. D'abord que le véritable pouvoir était entre les mains de l'institution militaire. Et donc, c'est avec cette institution militaire qu'il faut parler. Parce que, rappelez-vous, il y a quelques mois, les gens avaient l'impression, lorsqu'on disait ces vérités-là, qu'on était en train de vouloir, je ne sais pas, impliquer l'armée dans le politique. Ou, vous savez, très vite, les gens montent dans des interprétations un peu plus qu'il n'en faut. Deuxièmement, il est important de comprendre aussi qu'il y a une étape pour la négociation, mais si les deux parties restent campées sur leur position, on va franchir une limite et on va basculer dans le risque de la violence. Et c'est pour ça qu'il fallait faire un geste en tant qu'opposition au moment où le pouvoir avait dit sa disposition à dialoguer. Et c'est là où j'étais personnellement un petit peu attristé qu'une partie de l'opposition ait considéré que dialoguer était un acte de trahison. Parce que s'il n'y a pas de dialogue au moment voulu, on va verser vers plus, j'ose pas employer le mot, mais probablement vers plus de violence. Donc, Soufiane Jilali, excusez-moi de vous interrompre. Soufiane Jilali. Oui. Oui. Alors, le problème est que l'armée, les chefs de l'armée, refusent de négocier. Moi, je préfère parler de négociation plutôt que de dialogue. Les chefs de l'armée refusent de négocier. Ils veulent s'imposer en tant qu'arbitre.
Ils sont en train de nous dire, allez-y, papotez entre vous, et puis nous verrons ce que vous proposerez, ce qu'il y a de bon à prendre ou non. Ils refusent de se mettre d'un côté de la table pour négocier, y compris leur propre départ. Soufiane Gilali. Il est clair que ce n'est pas Gaïd Salah ou un général du commandement qui va venir discuter du contenu politique. Et d'ailleurs, il faut refuser cette façon de faire. Par contre, l'armée doit accompagner et garantir les résultats de cette négociation. Et vous avez raison de dire négociation et non pas dialogue. C'est pour ça qu'on a proposé à ce que le pouvoir délègue cette mission de dialogue à des personnalités qui puissent faire le lien entre les deux parties, qui est la confiance de l'armée et qui peuvent avoir la confiance de l'opposition. Une fois établies les règles de sortie de crise, c'est à l'armée ensuite de confirmer et d'accompagner ces décisions. Alors, j'avais à plusieurs reprises répété la phrase « Il faut être là pour accompagner le régime à s'en aller ». Voilà l'opération qu'il s'agit de faire et non pas rentrer dans une forme de punching ball entre l'armée et la rue. Donc, à mon avis, il est inutile maintenant de répéter systématiquement les défauts de Gaïd Salah, son niveau scolaire, parce que ça apparaît comme des invectives, comme des insultes sur le personnage, qui lui-même va réagir très négativement. Il va, à l'évidence, se dire « on attend le moindre faux pas pour que je sois jugé et livré à la vindicte populaire ». Donc nous avons tous à gagner aujourd'hui d'apaiser cette relation et d'essayer de trouver les vraies solutions. Et les vraies solutions, c'est comment aller vers une légitimité populaire sans tâche, absolument claire et transparente. Donc comment gagner cette phase-là? Si le pouvoir actuel est prêt à faire cette concession, je pense qu'il faut en discuter très sérieusement et mettre les balises. Oui, mais Soufiane Gilali, le problème, Soufiane Gilali, est que c'est l'armée, les chefs de l'armée qui refusent toute possibilité de discussion. Ils sont là à donner des ordres, à traiter les gens de traîtres, à s'exprimer désormais sans aucune façade institutionnelle, directement à s'adresser à la nation, à donner des ordres, à faire des sommations et à refuser de négocier ou de dialoguer. Ils sont en train de dire « nous ne dialoguons pas, nous ne voulons que des élections et rien d'autre. Et nous voulons la Constitution alors que la Constitution, ce sont eux-mêmes qui la violent tous les jours, y compris par exemple dans le chef de l'État qui a été reconduit de façon anticonstitutionnelle. Monsieur Belchenouf, on est dans une situation exceptionnelle, le pays est en grave crise, nous ne sommes pas dans un état de droit, il n'y a pas de démocratie en Algérie. C'est tout l'enjeu de ce mouvement populaire. L'armée a fait un geste. Bien sûr, chacun peut faire sa lecture comme il l'entend, mais il est inutile de nier un réel. Il faut dire aussi qu'une bonne partie de l'opposition est d'accord sur l'issue possible à cette crise, c'est-à-dire comment retourner vers une légitimité par une élection présidentielle. Il y a une autre partie qui ne le veut pas. Et ce problème-là reste en suspens. Et il faut dire aussi que si M. Gaïd Salah attaque le Hirak lui-même, ou en tout cas une partie, il faut dire aussi qu'on ne l'épargne pas. Il est aussi insulté, on veut qu'il dégage, etc. Et donc, il y a de part et d'autre un langage extrêmement violent. C'est une évidence que ce n'est pas avec ce langage-là qu'on va apaiser et aller vers une négociation. Oui, mais Soufiane Gilali, quand vous dites qu'une partie de l'opposition, d'abord, est-ce que nous avons bien une opposition, en l'occurrence sur le terrain, sur le champ des manœuvres, et de l'autre côté, Soufiane Gilali, c'est le peuple qui est en train de dire non aux élections dans de telles conditions. C'est le peuple dans son entièreté qui sort dans la rue et qui dit non aux élections parce qu'il sait qu'elles sont vouées à la fraude. C'est Belchenouf. Oui. Je vais vous dire quelque chose. D'accord. Il y a trop de gens qui disent « le peuple dit ». Moi, je voudrais entendre les gens dire ce qu'eux pensent.
cette façon de chevaucher le peuple en l'impliquant dans des positions qui ne sont pas les siennes. Je suis sur le terrain, M. Belcherouf. Je viens de rentrer à l'instant d'un long voyage et vous le savez. J'ai discuté dehors avec les gens et je peux vous assurer qu'il n'y a pas une position unique. Et les gens ont envie de comprendre ce qui se passe. Ils veulent savoir les enjeux. Je vois les gens venir sur le plateau. C'est des gens totalement inconnus et qui viennent donner des leçons à tout le monde en parlant au nom du peuple. Ça, ce n'est pas intelligent et ce n'est pas bon. Il faut maintenant qu'on rentre dans des discussions paisibles, tranquilles et arrêtons de pousser les gens avec de la vindicte. Je suis désolé de vous le dire, il y a des militants de partis dont les députés sont grassement payés et qui bénéficient de tous les avantages, y compris des prêts à 7 millions de dinars l'an, qui ne démissionnent pas et qui viennent traiter les autres de traîtres. C'est inacceptable comme comportement. Donc ils sont en train de jeter de l'huile sur le feu et ce n'est pas juste et ce n'est pas bon parce que c'est le peuple qui payera s'il y a un dérapage ou s'il y a une violence. Donc il faut que les esprits se calment. Le moment est venu de parler. L'institution militaire ne peut pas gérer politiquement le pays. Tôt ou tard, elle devra reprendre son rôle constitutionnel. Il y a des réformes extrêmement importantes à opérer pour que le pays s'en sorte. Il faut une révision constitutionnelle fondamentale. Il faut rééquilibrer les pouvoirs. Mais tout cela ne peut se faire que sous une couverture de légitimité. Maintenant, toute la négociation, comment aller à une élection qui soit réellement légitime, transparente. Mais restez avec nous, je reviens à vous. Je reviens à vous, Chien Gilali. Nous allons rester dans ce domaine des élections. Encore que moi, personnellement, j'ai écouté clairement les Algériens dans la rue dire non à ces élections de façon claire, pas seulement les Algériens, mais aussi des gens auxquels ils font confiance, comme le commandant Haj Lakhdar Bourga'a, qui a clairement dit que le régime avait déjà un président sous le coude et que ces élections ne serviront qu'à faire passer le président fantoche déjà désigné. Mais je vais donner la parole à Yahya Mriouba qui souhaite répondre, puis j'irai vers Salim Laïbi. Juste, je salue M. Sofiane Gilali. Il faut rappeler que lui voulait faire une conférence politique hier à Bouaghi. Sofiane Gilali est président d'un parti politique légal et agréé dans le cadre juridique algérien et il a été empêché de faire sa conférence à Bouaghi. Je crois que c'était une décision du Wali. Et je tiens à le dénoncer, à condamner ses actes. Maintenant, sachant qu'un Wali ne prend pas une telle décision sans avoir l'aval de beaucoup plus haut. Maintenant, M. Gilali, personne ne veut, je l'interpelle, hein, personne ne veut aller vers la violence ou acculer M. Gaïd Salah. Je ne suis pas là pour faire la publicité de mon mouvement politique, mais il y a 2 mois ou 1 mois et demi de ça, quand il a parlé de dialogue, M. Gaïd Salah, on a dit oui, ok, dialoguons, pas de problème. Bon, il y a des gens qui étaient fermés au dialogue. On a été même accusés d'entretenir des contacts et tout. Bon, c'est normal, c'est des lectures qui se font. Mais dialoguer... Mais pardon. Mais le temps ne vous a pas donné raison. Parce que vous avez eu tort de parler de dialogue avec quelqu'un qui allait visiblement vers un objectif déjà... Il dit le dialogue. Automatiquement, on est contre le dialogue. Mais c'est pas lui qui lui usait de ce mot comme d'un passe-partout. On a le dialogue, il n'y a pas de problème. Okay. Mais les 2 semaines qui ont suivi, l'article 7 et 8 de son discours ont disparu. D'ailleurs, ودرك قال لك لا تروح الديالوج على لي بريزيدونسيال وما دي يخرج لك بن صالح يقول لك نو ديالوج ما تحضرش فيه لا لارمي لا الدوله يوغا ني لارمي ني ليتا qui seront partie prenante et les choses sur lesquelles vous allez vous entendre dans ce dialogue, l'État les prendra en fonction de ce qui l'arrangera. Absolument. Donc, excusez-moi de vous interrompre. Bien sûr. Comment c'est là où il y a quelque chose qui me dit que Gaïd Salah ne veut pas aller aux élections. Il est en train de nous entourlouper. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'il sait très bien que s'il va vers ces élections, il aura le plus grand boycott actif jamais observé. Donc il n'est pas fou. Oui, à ce point de légitimité. Ils ont cru qu'en mettant Toufik en prison, Saïd en prison, ils vont réussir à endormir la majorité de la population algérienne.
Moi, j'interpelle M. Sofiane Djilali qui parle de dialogue. C'est bien. Si la solution, c'est d'aller vers des élections présidentielles, d'accord, pas de problème, c'est pas un problème. Mais on ne peut pas faire des élections dans les conditions actuelles. On a plus de 60 jeunes et militants et militantes en prison. On a une liste qui vient de s'allonger au niveau des PAF d'Algériens résidant à l'étranger qui sont menacés d'être arrêtés au niveau des aéroports. Et on ne peut pas faire d'élections sans électeurs. Je rappelle à M. Yahya, on ne peut pas faire d'élections sans électeurs. Maintenant, et les Algériens sont en train de dire, et nous les entendons très fortement, chaque vendredi, nous n'irons pas à des élections présidentielles. Donc on n'est pas là pour diaboliser une partie de l'opposition, ni pour diaboliser la conférence qui a été organisée par Jaballah et Arhabi, mais moi je pose la question à mon ami et frère Sofiane Djilali, comment il voit la solution? C'est quand le dialogue, on va le faire comment et avec qui et sous la responsabilité de qui? Et si lui, il a les réponses factuelles à cela, nous, au mouvement Rached et d'autres, je pense qu'on est prêt à jouer le jeu parce que personne, je dis personne, ni Sofiane Djilali, ni vous-même, ni moi, ni tous les partis politiques algériens n'ont envie que l'Algérie rentre dans une crise politique encore plus aiguë que celle-là. Nous ne voulons pas, et on l'a dit depuis 3 mois, nous ne voulons pas rentrer en confrontation avec les commandements militaires. Moi, personnellement, j'ai dit sur vos plateaux, je ne veux pas que Gaïd Salah, l'individu, devienne une cible de Hirak. Mais excusez-moi, par ses bêtises, il a réussi aujourd'hui à devenir la cible numéro 1. Et nous allons poser la question... Ce n'est pas de notre responsabilité. Et nous allons poser votre question à Sofiane Djilali dans un moment. Salim El Aïbi, vous êtes avec nous? Salim? Oui, oui, oui. Alors, Salim, le titre de l'émission, Mouvement citoyen, et maintenant. Est-ce que vous avez une réponse? Qu'est-ce qui devrait pouvoir se passer selon vous? Vers quoi on devrait pouvoir aller et comment faire? En fait, il y a plusieurs choses à faire. La première des choses à avoir en tête, c'est de négocier avec ce pouvoir, avec cet Aïsaba. Ça, c'est une certitude, puisqu'on doit sortir de cette situation. Je rappelle quand même, parce que j'entends les intervenants parler de crise, pour moi, l'Algérie, elle n'est pas en crise. Elle était en hémorragie. Maintenant, elle était carrément mourante sur un lit d'hôpital avec monitoring. Et là, maintenant, on s'est réveillé et on a arrêté l'hémorragie et on est en train de se réveiller à la réalité du monde avec un peuple exemplaire. Donc déjà, rien que ça, quand on dit ça, le stress, il s'en va. La joie revient et on peut commencer à travailler dans le calme. Il faut arrêter de dire sinon on va tous mourir. Ça, je ne pense pas que ça soit ni vrai politiquement ni économiquement. Il suffit de voir les scandales à coût de 20 000 milliards qui ont été pillés ici, 250 millions d'euros ici, 3 000 milliards là-bas. C'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut négocier. Sauf que il faut déterminer qui est la personne avec laquelle négocier. Déjà, pour moi, Gaïd Salah, c'est pas lui le chef du système, etc. Oui, mais Salim El Aïbi, c'est la partie visible des décideurs. Ah oui, tout à fait, c'est la partie visible, donc vous ne pouvez pas faire sans lui. Ah non, mais ça c'est une certitude. Mais il faut le dire. Il y a des enjeux géostratégiques dans ce pays qui feront faire tuer il y a des gens qui sont prêts à tuer des millions de personnes pour garder leur mainmise sur le pétrole, le gaz de schiste, les réserves, les mines d'or, etc. Ça, il faut quand même en être conscient. Il faut savoir, quand on vient sur une table de négociation, il faut savoir ce que je vaux. Il faut savoir qu'est-ce que je représente aux yeux de l'ennemi. Il faut savoir, il faut comprendre tout ça. C'est une évidence. Maintenant, mais il ne faut pas nous prendre aussi pour des cruches. Quand on va pour négocier, on ramenait un représentant du système négocier avec nous. Mais ne ramenez pas Rahabi en faisant croire qu'il ne fait pas partie du système, alors que c'était un agent de Tawfiq. Tout le monde le sait. Il suffit de discuter avec 2-3 personnes qui connaissent un petit peu la politique et des diplomates. Tout le monde le sait. Donc cette façon de faire qui est très... faut dire que on est vacciné, maintenant on est méfiant, on est très méfiant. Moi, ce que je propose, c'est de changer de stratégie aussi. C'est de changer de stratégie le temps que ceci puisse se réaliser.
c'est pourquoi pas d'autres formes de manifestations, il faut faire des brainstorming, il faut faire pourquoi pas des émissions de télé dans lesquelles des gens commencent à réfléchir sur ça. Et pourquoi pas préparer une grève générale massive pour septembre. Voilà, il faut la préparer, il faut que les gens fassent des stocks, il faut créer des réseaux. Alors, Salim Laïbi, avant justement de vous poser une question sur ce que vous êtes en train de dire sur la désobéissance civile éventuelle, j'aimerais vous dire que pour ce qui est de M. Rahabi, je vous laisse l'entière responsabilité de ce que vous avez dit. Personnellement, je souhaiterais que des accusations aussi directes ne soient pas posées contre des gens sans preuve. Mais ceci étant dit... moi, j'ai mes sources, j'ai enquêté... je vous laisse la responsabilité de ce que vous avez dit. Ah non, mais j'ai enquêté. Moi, je l'ai vu ici en France faire des conférences avec Yves Bonnet, qui est le patron des services secrets français, ce qui est encore plus grave. Et il en a réalisé 2. Il y a des conférences, vous pouvez les voir sur Internet. Je ne comprends pas que ça puisse être possible. Je ne comprends même pas qu'il ait eu le culot de faire ça. Et c'est quand même extraordinaire. Yves Bonnet, l'ami de Khaled Nouzar et de Feu Smaïl Ammari, quand même, les généraux bouchers de l'Algérie. Donc, et c'est vrai, soit dit en passant, que s'afficher avec Yves Bonnet, qui a été l'ami très très intime de grands génocidaires comme celui de Smaïl, et dont les enfants sont associés. L'enfant de Yves Bonnet et l'enfant de Smaïl Ammari sont associés dans de grosses combines. Donc s'afficher avec Yves Bonnet, en effet, mais je continue à vous dire que je vous laisse la responsabilité de ce que vous avez dit. Sinon, Salim Laïbi, pour ce qui est de la désobéissance civile, dont certains commencent à parler, mais avec prudence, parce qu'il semble que ce soit un sujet hautement volatile, que ce n'est pas facile du tout et que ça pourrait provoquer des problèmes. Comment vous-même voyez-vous éventuellement cette option? Je crois que c'est une option qui se présente à tout peuple qui veut se révolter. C'est une option qui est très pacifique. Elle est dans le sillage dans l'idée, comment on appelle ça, du harak, du 22 février. Moi, je pense que qu'est-ce qu'il veut le système? Il veut un retour à la normale, que les gens, ils aillent manger, travailler, faire dodo, aller des enfants à l'école et continuer à faire comme si de rien n'était. Non. Ça, c'est pas possible. Il faut, vous voyez, par exemple, il faut absolument arrêter la Sonatrach. Immédiatement, tout de suite, une grève massive. Vous voulez profiter de la rente pétrolière, pétro-gazière, non, c'est terminé, etc., etc. Donc, il n'y a rien de violent, au contraire, on fait rien, il n'y a même pas à marcher, il n'y a même pas à sortir, il y a juste à rien faire. Mais il faut s'y préparer. Après, ça peut être juste une menace contre le pouvoir, un outil de négociation. Soit vous cédez, soit on va aller plus loin. Et voilà, mais moi je prends ça très au sérieux. Il y a plein de pays qui ont fait ça. Mais juste l'Algérie, il y a quand même une grève générale du FLN. Quand même, l'armée partait chez les patrons de boutiques du centre d'Alger, les ramenait et ils ouvraient de force les magasins. Vous vous rendez compte? Envoyer l'armée. Le système, il ne fonctionne que si les gens y consentent. Il faut que les gens se lèvent le matin, qu'ils payent leurs impôts, qu'ils fassent tourner la boutique. Mais si les gens ne veulent plus jouer le jeu, c'est fini, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de légitimité. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Après, il y a peut-être d'autres idées qui pourraient être encore plus efficaces, mais c'est pour ça qu'il faut travailler là-dessus et pas perdre son temps avec les... Oui, mais la désobéissance civile, Salim Laïbi, excusez-moi de vous avoir interrompu. La désobéissance civile, tout le monde sait que c'est l'option la plus pacifiste qui puisse exister. Pour démentir un peu les gens qui pensent que quiconque parle de désobéissance civile veut mettre le feu aux poudres. La désobéissance civile est la méthode la plus pacifique de résistance qui existe dans l'histoire de l'humanité. Mais sinon, pour pouvoir la mener à bon port et aboutir, encore faudrait-il disposer d'une organisation, de meneurs, de leaders, de structures qui vont du sommet à la base du commandement de l'opération. Et ce n'est pas le cas du tout en Algérie, où nous n'arrivons pas à faire émerger des représentants du mouvement citoyen. Je pense, c'est pour ça que je vous dis qu'on a le mois de juillet et août pour y travailler.
C'est vraiment c'est important. Il y a la rentrée qui arrive. Vous savez que le pouvoir est paniqué au niveau des rentrées scolaires, des rentrées parce qu'il y a toute il y a la vie qui revient et les gens, enfin, c'est la réalité de la difficulté de la vie qui se présente aux gens après la fin des vacances. Et là, ben, il faut se préparer. Maintenant, je pense qu'on n'a pas besoin non plus de structures syndicales, tout ça. Moi, je pense que les réseaux sociaux sont très, très, très utiles et ça va flamber. Moi, je pense que ça va flamber. Le peuple algérien a démontré son génie à plusieurs reprises. À chaque vendredi, il démontre son génie. Le dernier coup, c'est le coup de la Coupe d'Afrique. Vous avez entendu les chants. Vous n'allez pas nous endormir avec ces matchs de foot. Vous allez partir, quel que soit X. Donc, le peuple algérien le démontre. Maintenant, il faut transformer l'essai, comme diraient les rugbymen. Il faut travailler là-dessus. Il faut l'abqari ou l'ibtikar. Il faut créer des nouveaux... Il faut vraiment... Je ne sais pas, mais il faut créer des nouveaux modes d'action. Vous voyez, mais de toute façon, il ne faut rien lâcher. Là, c'est un one-shot, là. Hein. C'est un aller simple qu'on a pris. Hein. Et restez avec nous, je reviendrai à vous pour un dernier tour de micro, Salim Laibi. Soufiane Gilali, tout à l'heure, Yahya Mkhayouba vous a posé une question. Comment voyez-vous la solution? Comment faut-il faire pour aller vers des élections, si tant est que la rue puisse finir par accepter ce projet d'aller vers des élections présidentielles? Comment, selon vous, Soufiane Gilali? Écoutez, je vous rappelle que la rue, comme vous dites, avait refusé l'élection présidentielle du 4 juillet. Elle venait dans le sillage de l'application de l'article 102 de la Constitution et nous étions totalement contre. Une fois que cette élection a été annulée, vous avez bien remarqué que le pouvoir s'est bien gardé de fixer une nouvelle date. D'ailleurs, dans votre émission, vous m'aviez vous-même dit que c'était anticonstitutionnel et j'avais insisté que c'était une bonne chose qu'il n'y ait pas de fixation de nouvelles dates tant que nous n'avions pas mis en place les règles d'un scrutin transparent. Donc, il faut savoir profiter des bonnes situations. Maintenant, il s'agit de négocier exactement la transparence du scrutin à travers une commission indépendante ou même une autorité qui ait tous les moyens de la gestion de l'ensemble du processus électoral. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à dire si on sent qu'il y a la moindre tentative de jouer un mauvais jeu dans le cadre d'une élection, nous ne cautionnerons aucune élection, quelle qu'elle soit, et nous ne participerons à aucune élection. Et vous savez bien qu'on tient nos promesses. Donc, s'il y a une bonne volonté... Et au sujet des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion? Bien sûr, vous le savez très bien, j'étais celui qui en avait parlé lors de la conférence et j'avais dit que c'était un préalable. Il faut libérer les prisonniers d'opinion, les jeunes qui portaient l'emblème Amazigh. Il faut libérer les Moudjahidines. Il y a l'Akhdar Bourga'a, il y a Ben Hadid, il y a des prisonniers politiques tels que Louisa Hanoun ou Ali Ghediri. Donc, il ne s'agit pas de les faire passer dans une colonne perte des profits. Mais il faut en discuter très sérieusement et trouver la solution définitive pour que les élections se fassent de façon claire. Oui, mais donc, les Algériens excusez-moi de discuter avec vous à bâton rompu pour que nous puissions suivre. D'abord, et si l'état-major refuse de négocier, il vous dit, comme il est en train de dire maintenant, papoter entre vous, nous on va voir après. Non, d'abord, ce que le président de l'État, c'est Ben Saleh, qui a dit, la présidence et l'état-major ne discuteront pas, ne feront pas partie du dialogue, mais accepteront toutes les conclusions du dialogue. Cependant, nous ne sommes pas naïfs et nous savons qu'ils vont mettre leur propre désir dedans. Donc nous sommes adultes, majeurs et vaccinés et nous saurons s'il y a un minimum de lucidité, car l'Algérie est dans un très mauvais état. Et si le pouvoir veut imposer un homme qui n'est pas accepté par le peuple, eh bien le peuple le chassera comme il a chassé Bouteflika. Donc je pense qu'ils sont conscients des enjeux. Ils essayent peut-être de gagner du temps, ils essayent de préparer l'issue,
mais au final, c'est le peuple qui devra avoir le dernier mot. S'ils ne le veulent pas, à ce moment-là, ils assumeront seuls la suite des événements et j'imagine que ceux qui auront envie de faire les lièvres, c'est à eux d'assumer les conséquences de leurs actes. Oui, mais M. Djilali, d'abord, est-ce que vous croyez vraiment ce que vous dites quand vous parlez de chef d'État, M. Ben Saleh? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il pèse un petit gramme dans l'équation, lui qui a été placé par qui on sait et qui ne parle que parce que par ce qui lui parvient d'injonction, vous le savez très bien, M. Djilali, pour parler honnêtement? C'est Belchenov, je l'ai dit en début d'émission, le pouvoir est entre les mains du commandement militaire, de l'institution militaire. M. Ben Saleh est un, j'allais dire, pauvre homme qui est installé là, qui doit signer lorsqu'on lui donne les ordres. Donc, c'est pas important de discuter de ce que... Ah, mais si, je regrette, M. Djilali. C'est important de dévoiler les choses. C'est important. On l'a dit 1000 fois, M. Belchenov, avant que les gens n'en parlent, nous en avions parlé franchement, et vous le savez. Donc, pour le moment, il faut faire sortir le pays de la situation où il est. Tout le monde sait que M. Ben Saleh, maintenant, si vous voulez qu'à chaque fois on dise M. Ben Saleh, mais il ne pèse rien, il ne vaut rien, etc., je crois que ce n'est pas du niveau d'hommes d'État qui doivent discuter. Alors, une question autrement plus digne des hommes d'État, où je ne m'inclus pas hein, personnellement. Soufiane Djilali, qui voyez-vous parmi ceux qui pourraient mener éventuellement ce dialogue et par qui il serait désigné? Et c'est cette deuxième partie de la question qui nous intéresse plus particulièrement. Par qui ces gens-là pourraient-ils être désignés? Je vais vous dire, ce dialogue-là doit se faire d'une part entre l'ensemble de la société politique. Société politique veut dire partis politiques, syndicats, personnalités politiques et société civile. Alors c'est une partie. L'autre partie, c'est le pouvoir. Or, ne pouvons aller parler ni avec Ben Saleh, ni avec Gaïd Saleh. Il faut qu'eux soient représentés. Donc, ceux qui mèneront le dialogue au nom du pouvoir devront être des personnalités avec lesquelles nous pouvons parler. Voilà l'important. Ce n'est pas à eux de décider des conclusions du dialogue ou de cette négociation en réalité, mais c'est à l'opposition en général, tous membres confondus, qui devront tendre vers le même objectif. Donc moi, peu m'importe si la personnalité déléguée par le pouvoir s'appelle Flen ou Felken. Le problème n'est pas là. Le problème est que lorsqu'on arrivera à déterminer des positions, c'est à l'institution militaire de l'accepter et de le dire franchement. Maintenant, s'ils ne le veulent pas, ils n'auront qu'à assumer la suite des événements seuls comme des grands. Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Salim El Aïbi, alors finalement, si on vous laissait le choix d'aller vers quelque chose, vous iriez vers des élections dans les conditions actuelles? Ah non, c'est pas possible. C'est absurde. Les listes électorales elles sont totalement corrompues. Le peuple, il n'est pas préparé. Les partis politiques dont on parle, ils sont tous corrompus, ils ont tous mangé dans la gamelle du pouvoir, ou sinon, ils n'étaient pas du tout représentatifs, alors qu'ils passaient 24 heures sur 24 à la télé, comme Louisa Hnoun ou le RTD de Saïd Saadi, etc. C'est des gens qui faisaient 1%, alors qu'ils avaient une visibilité médiatique extraordinaire. Donc la population n'a jamais été représentée parce qu'elle n'était pas intéressée à cette politique de mafia. Salim Aïbi, excusez-moi de vous interrompre. Juste une petite mise au point personnelle. Hein. Moi, personnellement, j'insiste pour dire personnellement, je crois que le RCD a beaucoup changé et qu'il ne doit plus être mis au même plan et au même titre que certaines autres formations politiques. Mais je vous laisse poursuivre. Je vous laisse poursuivre. Je ne dis pas qu'il faut les enlever. Hein. Moi, ce que je dis, c'est que ces gens-là ne représentaient rien. Je parle de quantité. Je ne parle pas de qualité, là. Oui, oui. Ils ne représentaient rien parce que 90% du peuple ne votait pas, allez, 80% on va dire, ils n'étaient pas représentatifs. D'ailleurs, vous remarquerez que les représentants politiques n'ont pas du tout la même idéologie, ne représentent pas le peuple.
Les représentants politiques ne représentent pas la masse, le peuple algérien. Donc ce peuple, il faut l'intéresser. Et pour l'intéresser, il faut du temps. Il y a des partis politiques qui vont être créés. Donc il y a certains partis qui ont déjà des structures qui vont être avantagées. Donc il y a triche quelque part. C'est malhonnête. Donc il faut un temps nécessaire, sans oublier que la constitution actuelle va donner un quitus ad vitam aeternam au prochain président élu. Donc déjà, il y a ce problème-là qu'il faudra régler dans les plus brefs délais. Donc ce n'est pas très sérieux de parler d'élections politiques dans les 6 mois ou même 1 an. Franchement, je ne vois pas comment ça serait possible. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Eh bien, comme c'est la fameuse période de transition qui d'ailleurs dure déjà depuis presque 6 mois. Donc il faut commencer à travailler là-dessus. Et en plus, vous savez comment ça fonctionne. Les partis politiques, c'est celui qui a le plus d'argent qui va faire la plus belle campagne électorale. C'est comme ça que ça fonctionne en France ou aux États-Unis. C'est celui qui avait le plus d'argent des lobbyistes qui gagne systématiquement l'élection. Donc c'est une question d'argent. Donc déjà, ce n'est pas une question de démocratie ni de peuple. Du coup, il va falloir essayer d'éviter tous ces pièges assez communs que tout le monde connaît pour essayer de donner une bonne fois pour toutes la voix au peuple. Et ça, il faut du temps. Il faut du temps. Mais le peuple, vous savez, je vais vous dire un truc. On va faire ces élections. Ils vont élire n'importe quoi et on va se retrouver avec un 22 mars ou un 22 avril ou un 22 février l'année prochaine avec le peuple dans la rue. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent bloquer le pays pour l'éternité. Il faut regagner la confiance du peuple et surtout la légitimité des institutions. Plus personne n'y croit, ibadallah, c'est gravissime. Si on n'y croit pas, je vais m'y soumettre. Merci. Pourquoi je vais payer l'impôt si je ne crois pas en l'autorité et bien sûr la légitimité et l'honnêteté du peuple, du pouvoir? C'est-à-dire que si je paye mon argent, il partira pour faire n'importe quoi avec, etc. Donc il faut absolument... L'enjeu majeur de tout ça, c'est que le pouvoir gagne en légitimité et la confiance du peuple. S'il ne gagne pas ça, on tourne en rond. Ça va durer combien de temps? Merci. Merci Saïm Laibi. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Yahya Mkhioba, mot de la fin. Mot de la fin, c'est une solution apaisée, à dialogue sérieux autour d'une transition démocratique, comme a dit M. Laibi. C'est-à-dire que même si on doit aller vers une élection présidentielle, il ne faut pas que ce soit une élection présidentielle où le commandement de l'armée va prédésigner le nom du président et qu'on fera, nous, en tant qu'opposants, et même la société algérienne dans toute sa composante, et on en fait partie, on fera le folklore d'une élection soi-disant libre. On n'est pas dupe. On n'est pas stupide politiquement. On sait ce que c'est qu'un climat de liberté politique. On sait ce que c'est qu'une élection libre. Donc, si M. Sofiane Djilali, et j'espère qu'en quoi il croit est vrai, ben, ils trouveront tous les Algériens et les Algériennes autour d'eux. Maintenant, les signes ne sont pas là. Les signes qu'on voit là sur le terrain, c'est les signes de la répression. Moi, j'ai un message à dire à M. Gaïd Salah. En tant que chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, on lui parle parce que c'est lui qui nous parle. Il nous parle, il prend en charge le discours politique officiel et même il se permet de nous traiter de traîtres et de gamins et d'aventuriers. Et c'est pas pour l'acculer encore pour M. Sofiane Djilali, on ne veut pas l'acculer. Mais il y a des choses qu'il doit entendre. C'est qu'ils peuvent mettre 60 jeunes Algériens en prison. Ils peuvent emprisonner des avocats. Ils peuvent interdire des Algériens habitant à l'étranger de rentrer chez eux, de leur faire des ISTN. Ils peuvent tout faire. Mais en 2019, ce n'est pas en 1965 ou ce n'est pas en 1991 ou 92 où ils peuvent appliquer une politique de répression dans l'opacité. C'est plus possible. Je l'invite, encore une fois, à une sagesse politique. Lui qui prétend être moudjahid, d'accord, pas de problème. Soyez sage. Accompagnez votre peuple vers la démocratie, et je dis bien la démocratie et l'état civil. L'état est de base civile, et ceux qui ont fait le 1er novembre 1954 et ceux qui ont écrit la déclaration du 1er novembre 1954, c'est des civils. Ceux qui sont en train de représenter l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs, le staff technique, c'est des civils. Je n'ai rien contre le militaire. J'ai dans ma famille des militaires. Mais être militaire, c'est une fonction honorable, mais c'est une fonction.
Mais la politique, ça appartient à tous les peuples algériens et la répression ne mènera à rien, sauf si lui et ses amis veulent finir devant les tribunaux internationaux. Vous avez dit l'Algérie, ce n'est pas celle de 19 juin 65, ni celle de 88, ni celle de 91, je dirais aussi, ni même celle d'avant le 22 février. Absolument, absolument. Maintenant, ce n'est plus cette Algérie. On a une nouvelle société, bien sûr. Sinon, une dernière question, je vous demanderai de nous répondre très rapidement. Oui, oui. Pourquoi continue-t-on de dire de M. Gaïd Salah qu'il est le vice-ministre de la Défense? Ministre de qui? Vice-ministre de qui? Le ministre de la Défense est absent. C'est Hukoumet al-Isaba. Mais, comme a dit Sofiane Djilali, peut-être qu'on va nous reprocher, s'il y a une violence, ils pourront venir nous dire Antouma, يبستوا راسكم على بها راح لض. Non, احنا ما يبسناش راسنا. احنا قلنا له الديالوج يلا مرحبا، ولكن ما تتمسخ بالعاميه اسمح لي ما يتمسخروش بينا. والدينا وجدودنا عفسوها لهم مساكن بالوطنيه وبوم الدين. احنا نو، احنا on veut vivre et on veut vivre librement chez nous. Oui, mais je voulais souligner la profondeur du mensonge institutionnel qui existe dans ce pays. Partout où on tourne la tête, le Darajaouine, on a un chef d'état-major qui est vice-ministre de la Défense dans un pays où il n'y a pas de ministre de la Défense. C'est incroyable. On est vice-ministre d'un pays où il n'y a pas de ministre. C'est incroyable. Il en fait partie, malheureusement pour lui. Merci Yahya Mkhioba, merci Salim Laibi, merci Soufiane Djilali et merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Khala khair, salama. في البياري والصعيقة نحيو الدولة العامقة نعيش يا متفاهيين تحلى القاعدة والسرقة يا نصرنا مشمرين قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين سعيد معانا بوشارطة شمينا ريحة الكوديطة وضرسنا كهافي قالها مول الكسكيطة ديروهم يا ودني قالوا البدوي جبد لي دوسي في السيفيات بدات كلاسي عيط الفتحي ومرداسي جبيهم السمنتي عاد الشعب راني مباصي الجمعة راهم خارجين هذه طبخة ديما بالطلاسم والتعزيمات طيبتوها لنا في الظليمة حنا بيكم فايقين جوابنا راهو في كلمة نيتنا حولة على الفاسدين قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين قولوا لي يا سامعين